monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien ainsi que vos familles. Donc je vous souhaite la bienvenue au cours de ce cours introductif au module de la terminologie économique, langue et terminologie économique. Donc je me nomme, suis le professeur Ahmed Khalid. Apparemment, on m'avait attribué le groupe 5. Donc, mais avec la logique avec laquelle on aura Inch'Allah à travailler, c'est-à-dire il y aurait bien entendu le même cours pour tous les groupes, bien entendu des cours qui soient assurés par également les autres collègues qui assurent la langue et terminologie pour les autres groupes. Donc au cours de cette séance introductive, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de principes qui pourrait vous aider à comprendre d'abord la philosophie de travail, pourquoi on a choisi telle ou telle méthode et également le contenu sur lequel on aura à travailler tout au long de ce semestre. Donc généralement, pour l'intitulé d'un module langue et terminologie implique obligatoirement le fait de voir deux volets tout à fait différents, mais qui sont complémentaires. D'abord un volet langue et un volet terminologie, donc qui sont complémentaires. Bien entendu, c'est un module tout à fait nouveau pour vous, étant donné que vous étiez des lycéens et vous n'avez jamais entendu parler d'un module en quelque sorte en terminologie économique, même bien entendu pour les étudiants qui avaient un baccalauréat économie. Et donc la logique avec laquelle on aura travaillé, Inch'Allah, c'est à la fois des cours de remédiation linguistique qui pourraient vous rappeler un certain nombre de normes que vous aurez à appliquer dans ce champ disciplinaire d'économie, et à la fois la terminologie économique, c'est là où vous aurez, Inch'Allah, à voir un certain nombre de notions qui sont des notions clés et qui, bien entendu, vous accompagneront tout au long de votre formation en économie, à la fois en licence, en master ou peut-être en doctorat pour les personnes ambitieuses. Donc, pour cette séance introductive, on aimerait bien qu'on partage un certain nombre de contenus qui relèvent en quelque sorte de cette philosophie de langue et terminologie. Donc, pour pouvoir se mettre d'accord un certain nombre de notions. Donc, quand on parle de l'économie, on aura à parler en quelque sorte de cette spécificité que relève en quelque sorte le langage économique. Donc la langue économique est connue par les termes spécifiques parce que vous parlez d'un champ disciplinaire tout à fait nouveau et qui implique obligatoirement l'utilisation d'un certain nombre de notions qui sont nouvelles également. Donc les économistes, bien entendu, ne parlent pas et n'écrivent pas de la même façon que tous les autres personnes, bien entendu, travaillant dans un autre domaine ou un champ lexical tout à fait différent. Donc ici, on parle de le vocabulaire économique et la première difficulté pour les non-initiés. Donc et là, nous parlons généralement de cette difficulté qui relève de la technicité d'un certain nombre de notions. Bien entendu, ce sont des notions tout à fait nouvelles pour les personnes qui n'avaient pas un baccalauréat économique, mais pour les autres, bien entendu, il s'agit d'un champ lexical tout à fait nouveau. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans la présentation, nous utilisons le mot non initié. C'est pour vous dire tout simplement les personnes qui n'ont pas un savoir et un prérequis dans le domaine économique. Donc pourquoi il est difficile? Parce qu'il n'est pas facilement accessible, parce que généralement quand il s'agit de la compréhension que nous sommes censés donner un certain nombre de notions que nous utilisons dans un domaine très bien déterminé, donc on est dans l'obligation d'avoir une compréhension, une acceptation, une acception aux certaines notions que nous utilisons. Donc la difficulté, elle réside dans le fond des notions que nous utilisons en matière économique, d'où bien entendu cette difficulté que vous pourrez bien entendu rencontrer à comprendre un certain nombre de notions. Et d'ailleurs, c'est cette volonté de vous outiller en termes de notions, en termes de termes techniques
pour que vous ayez la capacité à comprendre facilement ce qu'on appelle le savoir savant contenu dans les matières, dans les modules majeurs. Étant donné que nous parlons de la langue et de la terminologie, bien entendu, c'est un module transversal. Pourquoi il est transversal? Parce que c'est un module qui vous permet en quelque sorte une meilleure compréhension de certain nombre de notions techniques que vous aurez, Inch'Allah, à rencontrer, à utiliser dans ce qu'on appelle les modules majeurs, à la fois, par exemple, macroéconomie, microéconomie ou la comptabilité. Donc la difficulté, elle réside en quelque sorte elle réside dans la spécificité que ces notions dégagent, la spécificité du sens contenu dans ces notions que nous considérons bien entendu comme des notions économiques. Donc dans cette grande introduction, on aura à voir en quelque sorte la spécificité du langage que les économistes utilisent pour pouvoir bien entendu véhiculer le savoir qu'ils souhaitent partager avec soit les économistes, soit avec le grand public en général. Donc c'est cette façon particulière que les économistes ont de s'exprimer dans leurs écrits et par la parole qui constitue ce qu'on appelle le langage économique, et généralement on fait allusion à une notion très très intéressante et très riche, ce qu'on appelle le jargon économique. Hein, d'accord? Donc nous parlons de ce qu'on appelle le jargon économique. Donc parce qu'il y a un jargon, parce qu'il y a un certain nombre de notions, parce qu'il y a un certain nombre de termes qui sont spécifiques pour le domaine économique, donc on est dans l'obligation de voir un module qui est la langue et la terminologie qui nous permet bien entendu de comprendre un certain nombre de notions pour bien entendu, pour qu'on soit très bien outillé pour comprendre le savoir savant contenu dans les matières de la discipline économique. Généralement, le langage économique est connu par sa spécificité en quelque sorte. D'accord? Donc, généralement, il y a des notions qu'on ne trouve que dans le domaine économique, mais il y a encore un autre volet, c'est que généralement, un certain nombre de notions peuvent avoir un sens dans un champ disciplinaire tout à fait différent de l'économie et qui ne coïncide pas forcément avec le sens que dégage, que lui donne par exemple les sciences économiques. Par exemple, en prenant le mot marché ou le mot capital, vous pouvez avoir un sens littéraire et un sens économique qui ne coïncident pas. Donc, la spécificité du langage économique, c'est que généralement, la portée, le sens et l'acception qui se dégage des notions utilisées dans le champ économique et de gestion ne coïncident pas forcément avec le sens attribué à ces notions dans un autre champ disciplinaire. D'accord? Donc, généralement, nous parlons de ce qu'on appelle le jargon économique. Les termes économiques peuvent avoir, et ont d'ailleurs le plus souvent un sens, bien entendu, tout à fait différent de la langue qu'on peut trouver, rencontrer dans un autre champ disciplinaire. Donc, ce sont des termes techniques. Hein. Donc, pourquoi techniques? Parce que leur sens, il est très spécifique, généralement dans le champ économique, qui ne coïncide pas forcément avec le sens attribué à ces notions-là dans un autre domaine de recherche. Donc généralement pour les non-initiés, la plupart du temps, ils rencontrent un certain nombre de difficultés. Je dis bien, lorsque je maîtrise, je ne peux pas comprendre un livre, je ne peux pas comprendre une théorie, je ne peux pas comprendre... Je ne sais pas, même la communication que je partage avec mes semblables, si les mots utilisés dans ce discours-là ne me sont pas accessibles. Et par conséquent, donc, pour pouvoir comprendre, il faut obligatoirement que je comprenne les notions utilisées dans tel ou tel discours. Donc généralement, on est dans quoi? On est dans cette logique d'obligation d'assimiler, de comprendre les mots économiques pour que je puisse bien entendu comprendre le discours, comprendre le savoir savant d'une discipline, comprendre le contenu d'une matière ou le contenu d'un module économique.
Donc les non-initiés, la plupart du temps, ils trouvent des difficultés à comprendre ça, étant donné qu'ils n'avaient pas des prérequis leur permettant, bien entendu, une meilleure compréhension de ces notions qui sont des notions techniques. D'accord? Donc, généralement, quand on parle de ce module, il doit y avoir obligatoirement un objectif, mais sans trop vouloir théoriser à propos de l'objectif, est-ce qu'il s'agit bien entendu d'un objectif global ou des objectifs spécifiques, on aura à parler bien entendu d'un objectif global. Pourquoi d'ailleurs on a un module intitulé langue et terminologie. Abstraction faite de ce qui vient d'être cité dans cette grande introduction. Donc l'objectif final, c'est que généralement, outiller l'étudiant, c'est-à-dire donner à l'étudiant la capacité de comprendre le savoir savant contenu dans les matières majeures, dans le module majeur, ce qu'on appelle les matières de la discipline. Donc d'abord, d'une part, de créer des situations, hein, et là je parle bien entendu de créer des situations dans lesquelles les étudiants seront amenés à faire face à des problèmes à résoudre dans leur future vie professionnelle de chaque métier ayant l'usage du français de spécialité. Et là nous parlons bien entendu de cette notion clé qui est bien entendu un langage de ce qu'on appelle le français de spécialité. Et là, généralement, on fait référence à ce qu'on appelle le FOSS, ou ce qu'on appelle le français à objectif spécifique. C'est-à-dire, ce n'est pas le français littéraire, ce n'est pas le français, c'est pas d'un autre champ lexical, mais nous parlons bien entendu du français économique, ou bien entendu ce qu'on appelle le français à objectif spécifique. Et d'autre part, les préparer à l'apprentissage de la traduction et de l'interprétation. Et là, généralement, c'est un objectif trop ambitieux pour un cours de 50 heures. Donc, généralement, pas mais vous préparez, vous initiez, vous donnez en quelque sorte les premiers pas vers ce parcours, bien entendu, de la traduction et de l'interprétation. Donc, deux disciplines qui demandent une bonne maîtrise de lexique. Et là, généralement, je parle de lexique de la spécialité ou un lexique spécialisé. Ici, quand je dis bien le lexique, c'est-à-dire c'est l'ensemble des termes qui sont utilisés, d'où cette dénomination terminologie économique. Donc, généralement, on aura à étudier des termes. Bien entendu, sans trop vouloir faire cette définition un petit peu sémantique entre concept et termes, on aura à avoir, bien entendu, à la fois des termes et des concepts économiques, bien entendu, et savoir s'approprier de leur sens pour mieux assimiler le contenu de la discipline. Ou bien le contenu d'une matière ou d'un module disciplinaire. D'accord? Donc, généralement, pour les autres objectifs, donc généralement les termes économiques peuvent avoir, et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait déjà cité, donc la première notion à laquelle on est dans l'obligation de donner une explication clé. Vous êtes des étudiants en économie, mais lorsque je vous pose la question « qu'est-ce que ça veut dire l'économie ?», donc la plupart d'entre vous n'aura pas une définition claire, bien que c'est un choix que vous avez fait d'une façon consciente, d'une façon réfléchie, mais quand on vous pose la question « qu'est-ce que l'économie ?», peut-être la grande partie d'entre vous, à moins qu'il s'agisse bien entendu des étudiants qui avaient déjà l'occasion de voir l'économie au baccalauréat. Donc, cette notion clé qui est la notion de l'économie, qui constitue bien entendu la clé de la compréhension de ce module, ou bien de ce champ lexical, ou bien de ce domaine de recherche, de ce domaine de savoir, qui est l'économie et la gestion. Donc, de point de vue sémantique, et lorsque nous utilisons le mot sémantique, c'est tout simplement de point de vue de quoi? Parce que chaque mot doit avoir un morphème, d'accord? Donc, chaque notion doit avoir un morphème,
est ce qu'on appelle un edesem. Ça veut dire tout simplement un sens et une façon spécifique de s'écrire. D'accord? Donc, un mot, il s'écrit d'une façon très bien déterminée et a un sens très bien déterminé. Donc, quand je parle de la sémantique, c'est généralement la science qui détermine en quelque sorte l'acception qu'on donne aux mots, la compréhension qu'on donne aux notions, et également le sens que les notions peuvent dégager. Donc, l'économie a pour particularité de porter le même nom que son objet d'étude. Moi, je fais la science, je fais l'économie et la gestion. Mais lorsque je parle de l'économie, je parle bien entendu de la discipline, mais je parle d'un autre sens. Donc, généralement, la spécificité de cette notion d'économie, c'est qu'à la fois, il est le nom attribué à la discipline et le nom attribué à l'objet de la discipline. Donc, on a généralement cette nuance de sens qu'on est en mesure, qu'on est dans l'obligation de faire avant toute compréhension d'un certain nombre de notions s'y rapportant. Donc, en général, le mot économie est ambigu. Ambigu, ça veut dire qu'il n'est pas très clair. Donc, généralement, ambigu, c'est une notion qui renvoie à l'absence de la clarté de cette notion d'économie. Donc, je dis bien ambigu, c'est-à-dire qu'il peut porter il peut avoir plusieurs sens, que son sens n'est pas tellement accessible. Il désigne à la fois, d'abord, la réalité économique. Lorsque vous dites, par exemple, la situation économique au Maroc, c'est la réalité économique marocaine. Donc, dans l'expression, par exemple, l'économie marocaine. Et il désigne aussi ce qu'on appelle un système économique. Lorsque vous dites, par exemple, l'économie libérale, l'économie capitaliste ou l'économie interventionniste, donc généralement, vous parlez de quoi? Vous parlez d'un système économique très bien, un système économique très bien déterminé. D'accord? Donc, généralement, quand on parle de l'économie, donc l'analyse économique dans son ensemble, dans les expressions économie des conventions ou économie des offres. Donc, ça peut signifier également ce qu'on appelle l'analyse économique dans son ensemble. Et ça peut renvoyer à d'autres sens, au sens courant, le mot économie est employé pour désigner l'épargne. Lorsque vous dites, par exemple, j'ai fait des économies pour acheter, par exemple, un livre, ou pour acheter une voiture, ou pour acheter une maison. Ça veut dire quoi? J'ai fait ce qu'on appelle de l'épargne. J'ai épargné, j'ai caché de l'argent pour pouvoir les investir dans une autre action. D'accord? Donc, dans l'expression faire des économies, par exemple, ce sens ne doit pas être utilisé dans une analyse économique rigoureuse. Parce que généralement, quand on parle, et c'est ça généralement la spécificité du langage économique, parce que généralement, vous pouvez utiliser cette notion d'économie pour dire épargner, mais dans le domaine économique, épargner, c'est pas l'épargne, ce n'est pas l'économie. D'accord? Donc, généralement, c'est deux notions tout à fait différentes. C'est la raison pour laquelle nous vous enseignons cette matière et nous attirons votre attention sur la spécificité qui cache, ou bien que cachent les notions économiques. D'accord? Donc, généralement, selon Jean-Baptiste Say, il s'agit de la science qui étudie d'abord la production, ensuite la répartition, la distribution et la consommation de quoi? Des richesses. La consommation des richesses. Selon Lionel Robbins, donc l'économie est la science qui étudie les comportements humains en tant que relation entre les fins et les moyens, bien entendu, rares à usage alternatif. Et là, généralement, dans cette définition, beaucoup de notions méritent une explication. D'ailleurs, comme la définition qui est donnée par Jean-Baptiste Say, parce que généralement, quand vous parlez de la production, ça c'est un processus, d'accord? Donc répartition, distribution et consommation, donc ce sont des notions économiques qui méritent, bien entendu, une explication à part qu'on aura, inchallah, le plaisir de voir dans les séances prochaines. Donc ici, dans la définition de Lionel Robbins, l'économie est la science qui étudie les comportements humains en tant que relation entre les fins et les moyens rares, parce que généralement les fins
ça veut dire c'est les objectifs que vise par exemple un pays dans une politique économique très bien déterminée, ou les objectifs que peut viser par exemple une entreprise. Et quoi? Et les moyens rares. Parce que généralement, vous allez voir dans d'autres définitions de cette notion d'économie, un certain nombre de praticiens définissent l'économie comme la science qui s'occupe de l'étude de quoi? Des moyens rares. Parce que cette notion, bien entendu, très, très intéressante, qui entre d'ailleurs dans la définition d'un bien économique. Un bien économique, pour qu'il soit économique, il lui faut obligatoirement une utilité, il faut qu'il réponde à une finalité très bien déterminée, généralement c'est l'utilité. Ensuite, il faut qu'il soit rare, parce que les biens qui ne sont pas rares, ce ne sont pas des biens économiques, et bien entendu, ce sont des biens qui sont non marchands. Donc il faut qu'il implique aussi un coût, parce que le coût, il est lié à quoi? Il est lié à la rareté d'un bien. Donc généralement, les moyens qui sont rares, ce sont généralement les richesses utilisées dans ce processus de production, de répartition, de distribution, qui sont généralement très rares, à usage alternatif. Donc, on revient maintenant au stade où on aura à faire la différence plutôt entre ce qu'on appelle l'économie politique et la politique économique. D'accord? L'économie politique et la politique économique. Donc, quand je dis bien l'économie politique, l'expression est créée au début du XVIIe siècle. Comme c'est le XVIIe siècle, est employé à l'origine selon Charles Gide pour décrire. Donc généralement, quand je dis bien l'économie politique, c'est quoi? Donc c'est selon Charles Gide, c'est la science qui s'occupe, qui a pour mission de décrire l'étude de la production économique, l'offre et la demande de biens et services et leur relation avec les lois et coutumes, le gouvernement, la distribution des richesses, de la richesse des nations, incluant le budget. Donc généralement, dans cette grande définition de Charles Gide, on a tous les éléments à travers lesquels on peut définir cette notion d'économie politique. D'accord? Donc généralement, d'abord, il s'occupe de l'étude de quoi? De la production économique, ensuite l'offre et la demande, et ces deux notions, on va voir qu'ils constituent ce qu'on appelle la loi du marché, parce que lorsque généralement on aura à voir l'économie de marché, c'est l'économie qui est guidée, qui est gérée par ce grand principe de quoi? De la loi de l'offre et de la demande. Donc, avec les lois et coutumes, on a là des comptes parce que généralement, quand on parle de la loi, donc il doit être utilisé dans un sens large, d'accord? Donc, quand je dis bien la loi, donc généralement, c'est toute la réglementation juridique à l'intérieur d'un pays, c'est-à-dire c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports dans la société, et non pas la loi au sens strict ou bien les lois au sens strict. Et quand je dis bien les coutumes, là, la plupart du temps, sans trop vouloir rentrer dans les détails de la définition de point de vue juridique, parce qu'une coutume doit avoir obligatoirement deux portées tout à fait différentes. Il faut pour qu'il mérite ce qualificatif de coutume, il lui faut un élément matériel et un élément psychologique. L'élément matériel, c'est la répétition dans le temps, et l'élément psychologique, c'est bien entendu le fait de croire qu'il s'agit d'une pratique à voir dans nos comportements, sous peine, bien entendu, d'une sanction qu'on peut encourir lorsque nos comportements, bien entendu, outrepassent la norme exigée par les coutumes. Mais là, les comptes, sans trop vouloir, bien entendu, vous donner des notions qui ne sont pas accessibles et que peut-être vous n'aurez pas à utiliser. Par exemple, nous parlons de les coutumes, une coutume commerciale, c'est les coutumes que vous pouvez utiliser, par exemple, dans le domaine du commerce, à la fois interne et international. Donc le gouvernement c'est généralement le pouvoir en place, c'est l'État en quelque sorte, la distribution des richesses, parce que généralement le gouvernement, bien l'État,
dans une logique très bien déterminée, la logique de l'interventionnisme de l'État. On est dans quoi? On est dans l'obligation d'accepter. Bon, généralement, les libéraux peuvent ne pas être d'accord avec moi parce que les libéraux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'État, et je parle bien entendu du libéralisme pur et dur, l'État ne doit pas intervenir dans le domaine économique. Pourquoi? Parce que toute intervention de l'État pourra avoir un effet négatif sur l'équilibre du marché et bien entendu sur l'équilibre qu'il doit y avoir entre ce qu'on appelle l'offre et la demande. Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Donc l'État doit intervenir dans le domaine économique et on verra bien entendu toutes les approches économiques qui avaient pour mission d'expliquer est-ce que l'État doit intervenir dans le domaine économique et social ou il doit s'abstenir de toute intervention. Donc généralement, beaucoup de théories, principalement qui sont en vogue, l'approche marxiste et l'approche marxiste qui défend une intervention inconditionnelle. L'État, donc c'est l'État qui doit avoir les moyens de production. Pourquoi? Parce que généralement pour les marxistes, les moyens de production, ils doivent être publics, ils n'ont pas privé. Pourquoi? Parce que le privé aura tendance à quoi? À abuser des moyens de production pour pouvoir extraire le maximum possible de profit qui pourrait bien entendu être un profit au détriment de la classe sociale qui est les prolétaires. Alors que les libéraux, ils pensent quoi? Ils pensent que généralement l'État ne doit aucunement intervenir dans le domaine économique et social. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est une affaire de secteur privé. Hein. Il faut que l'État s'abstienne de toute intervention. Pourquoi? Parce que n'importe quelle intervention de l'État pourrait fausser l'équilibre du marché et par conséquent aura des effets néfastes sur l'équilibre du secteur économique. Donc la distribution des richesses et la richesse des nations. Et ici encore plus, généralement quand je parle de nation, je parle tout simplement de l'État. Parce que dans ce champ, bien entendu dans le domaine économique, je crois que mes collègues qui auront le plaisir de m'entendre auront à me reprocher le fait que la notion d'État et la notion de nation ne sont pas synonymes. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord, mais dans ce domaine économique, lorsque nous utilisons le mot nation, nous voulons dire tout simplement le pays. Donc généralement, la nation et le pays, je sais parfaitement bien qu'ils sont différents, qu'ils sont deux notions tout à fait différentes en fonction bien entendu des éléments constitutifs pris en considération dans la définition, d'accord? Mais ici, quand je parle de la nation, je parle de sens donné au pays, en quelque sorte, incluant le budget. Cette notion de budget mérite aussi une explication, Inch'Allah, qu'on aura à expliquer dans les développements qui vont suivre. D'accord? Donc, généralement, on doit passer à notre volet. Donc, généralement, quand je dis bien Antoine de Monchrétien, qu'est-ce qu'il fait? Dans son traité de l'économie politique, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, généralement, d'ailleurs, c'est lui qui a utilisé en premier plan cette notion d'économie politique. D'accord? Donc, l'économie politique permet selon Antoine de Monchrétien, d'écrire les mécanismes économiques, analyser la situation actuelle et prévoir l'avenir. C'est-à-dire c'est cette science qui a pour mission de quoi? D'abord, de faire le diagnostic de la situation actuelle, la situation économique actuelle, et de permettre au pouvoir en place de prévenir l'avenir, c'est-à-dire avoir une vision de l'avenir sur la situation économique du pays et aider à la prise de décision. Donc selon lui, l'économie politique doit avoir trois missions. D'abord, faire le diagnostic, hein, d'accord? Faire le diagnostic de la situation actuelle, de la situation économique actuelle, permettre une vision future sur la situation économique, c'est-à-dire permettre de se projeter dans l'avenir, et ensuite permettre au pouvoir en place de prendre des décisions, bien entendu, ultimes, opportunes pour la situation économique ou bien pour les objectifs visés par le pays. D'accord?
cette formulation qui marque le lien de la discipline économique avec les choix politiques, parce que vous voyez, hein, d'accord? Donc dans cette définition, donc, c'est permettre de faire le diagnostic, faire le tas de la situation économique actuelle, ensuite se projeter dans l'avenir et permettre une meilleure visibilité pour une meilleure prise de décision. Donc généralement, c'est quoi? Donc ce sont une relation entre quoi? Une relation entre l'économie hein, en tant que discipline et la politique en tant que champ global dans lequel l'économie doit émerger, doit s'exercer. Donc la discipline économique avec les choix politiques est progressivement critiquée et abandonnée par les économistes libéraux. Donc généralement, je dis bien, et on va en revenir aussi longtemps que possible pour dire que généralement, lorsqu'on parle des différentes approches, nous parlons bien entendu de l'approche libérale. D'accord? Les libéraux, pour eux, généralement, l'État ne doit aucunement intervenir dans le domaine économique et social, étant donné que n'importe quelle intervention de l'État pourrait fausser l'équilibre normal du marché. Bien entendu, je parle de l'approche libérale pure et dure qui a vu le jour, bien entendu, au XVIIe siècle et, bien entendu, qui a donné naissance à l'approche libérale, l'approche néolibérale par la suite. Donc, généralement, les libéraux, après la Première Guerre mondiale, après la crise économique de 1928, après la Deuxième Guerre mondiale et la crise économique de 2008, ils ont dû comprendre que le secteur privé ne peut pas à lui seul assurer l'équilibre d'un marché. Par conséquent, on doit accepter le peu d'État qui doit intervenir dans le domaine économique. Pourquoi? Parce que l'État doit avoir un rôle de quoi? Un rôle régulateur. Un rôle régulateur. Donc, pour parler de cette notion, la publication du livre de Robbins, Essai sur la nature et la signification de la science économique, en 1939, marque un tournant en faveur de l'expression sciences économiques et non pas l'économie politique. Donc, généralement, la plupart du temps, on a, après le livre qui a été écrit par Robbins en 1932, on a vu apparaître ce qu'on appelle les sciences économiques, ils n'ont pas l'économie politique. Maintenant, on va passer à la notion voisine de l'économie politique qui est la politique économique. Dans cette acception, dans cette notion, l'économie s'entremêle avec la politique. Donc, généralement, ils sont indissociables. On la définit comme l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'État. Et je reviens à la notion que nous avons déjà utilisée, la nation. Donc, généralement, dans cette acception, donc généralement, quand on parle de la politique économique, donc c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'État. Et quand je dis bien l'État, je dis tout simplement l'organisation politique en place. Parfois, vous allez vous trouver le gouvernement, la nation, l'État. Donc, ils renvoient à la même chose. Je dis bien que dans le domaine juridique, ils ne renvoient pas à la même chose. Ils ne renvoient pas à la même chose. Mais dans le contexte où nous utilisons ces notions, ils renvoient à la même, ils convergent vers la même définition, qui est bien entendu le pouvoir politique en place. Donc, pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans le but d'améliorer la situation économique générale du pays. D'accord? Mais vous voyez qu'on a encore cette notion de quoi? Cette notion de pays. D'accord? Donc, généralement, ça renvoie à la même chose. Donc, d'améliorer la situation économique générale du pays, plusieurs raisons peuvent justifier l'intervention de l'État. Peuvent justifier, toutes les approches économiques n'acceptent pas ces justifications. D'accord? Parmi lesquelles, la nécessité de maintenir la cohésion sociale. D'accord? Ça, c'est une approche purement, bien entendu, interventionniste. L'État doit intervenir dans le domaine économique. Pourquoi? Pour raison de maintenir une cohésion sociale.
l'équilibre des marchés. Donc c'est l'État qui assure en quelque sorte l'équilibre des marchés. Cette notion de marché, on va en revenir aussi longtemps pour que vous puissiez la comprendre avec détail. Ou le libre exercice de la concurrence. Donc c'est l'État qui est le garant de la libre exercice de la concurrence, étant donné que, selon la conception libérale, le domaine économique et social doit être laissé à la libre initiative des particuliers. À la libre initiative des particuliers. Ok, donc on passe à la diapositive suivante. Et là, lorsque nous parlons de cette économie de marché, donc c'est plus la notion économique, parce que généralement la notion économique, on a vu, on vient de le constater, c'est une notion polysémique, ça veut dire c'est une notion qui nous donne plusieurs sens différents, selon d'abord le contexte dans lequel il est utilisé, et également les mots ou bien les concepts auxquels il s'attache. Donc, quand je dis bien économie de marché, l'économie de marché a trois caractéristiques essentielles. D'abord, la propriété privée des moyens de production. Et lorsque je dis bien la propriété privée des moyens de production, ça renvoie essentiellement à la conception quoi? À la conception libérale de l'économie. Parce que les marxistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les moyens de production doivent être entre les mains de l'État. Le privé, il n'a pas le droit d'avoir en quelque sorte les moyens de production. La richesse, la recherche plutôt légitimée de l'intérêt personnel, parce que généralement, les libéraux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le domaine économique, c'est un domaine qui doit être laissé à la libre initiative de qui? Des privés. L'allocation des ressources est guidée par le mécanisme des prix. Les prix sont déterminés par quoi? Ils sont déterminés par la loi du marché dont on vient de parler, qui est bien entendu cette relation qui doit exister entre l'offre et la demande. Quand l'offre est beaucoup plus intéressante que la demande, les prix baissent. Quand la demande est beaucoup plus intéressante que l'offre, les prix augmentent. Donc généralement, l'allocation des ressources est guidée par le mécanisme de quoi? Des prix. Donc on peut ajouter la décentralisation des échanges est assurée par l'utilisation de la monnaie. L'utilisation de la monnaie qui est bien entendu un pouvoir réservé ou pouvoir en place à l'État. D'accord? Quoique le troc, et là le troc généralement, c'est l'ensemble des échanges que les individus peuvent faire ou bien faisaient dans le temps sans utiliser la monnaie. Donc on échange les denrées alimentaires par d'autres denrées alimentaires. D'accord? Donc généralement, c'est l'échange qui se fait entre les biens. Donc sans le fait de recourir à un tiers moyen qui est par exemple la monnaie. Et une forme possible d'économie de marché. Donc le terme économie de marché évoque au moins deux sens. Donc sur le plan théorique, il désigne un modèle où la régulation de l'économie se fait par quoi? Se fait par la confrontation de l'offre et de la demande. Donc on revient à la notion que nous venons de citer, cette notion de quoi? La loi du marché. C'est-à-dire cette relation qui doit exister entre ce qu'on appelle l'offre et la demande, sur un ensemble de marchés. Dans une économie de marché, les prix sont des véhicules d'information. Pourquoi? Parce que généralement, quand je dis bien, quand les prix augmentent, je comprends facilement que dans ce marché-là, il doit y avoir obligatoirement l'offre qui est moins que la demande. Donc la demande, elle est beaucoup plus supérieure que la demande. Donc il véhicule des informations, c'est-à-dire que généralement c'est un moyen par lequel on peut comprendre le mécanisme de marché. Ils sont aussi des procédures d'incitation. Donc on incite par exemple les particuliers à s'insérer dans une activité économique par le moyen de quoi? Par le prix. Selon le type de marché retenu, donc généralement vous allez voir que
quand on parle de cette notion de marché, on parle de plusieurs définitions tout à fait différentes. Je peux parler de marché à concurrence pure et parfaite, marché d'oligopole, de monopole, ou bien de concurrence imparfaite et bien entendu les autres types de marchés. La flexibilité des prix est plus ou moins grande. Donc généralement quand on parle de la loi du marché, donc la plupart du temps la flexibilité elle est tellement grande. Pourquoi? Parce que généralement c'est le type de marché qui détermine la relation qui doit exister entre l'offre et la demande et bien entendu qui est le prix c'est cette notion-là sur laquelle se reflète cette relation qui existe entre l'offre et la demande. Donc au cours de cette séance, on a essayé de voir en quelque sorte une toute petite introduction à ce champ disciplinaire. Donc merci infiniment pour votre sens d'écoute, merci pour votre patience et à la séance prochaine. Donc malheureusement on n'a pas les moyens pour faire une interaction directe avec l'ensemble des étudiants pour pouvoir répondre convenablement à la plupart des questions que vous pouvez poser, mais la plateforme que vous avez pourrait vous donner nos moyens. Donc vous avez, à l'aide de votre adresse académique, vous pouvez bien entendu interagir avec moi à travers les questions que vous voudriez bien vouloir me poser. Et le début de la séance prochaine, Inch'Allah, je tâcherai de répondre à toutes les questions que vous avez posées. Donc merci pour votre sens d'écoute, merci pour votre patience et je vous souhaite bonne fin de journée et bon courage et bonne continuation. Au revoir.